10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine, lundi 30 octobre. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie, vous êtes super bronzée. Mais non, vous êtes partie je suis juste enrhumée. Donc voilà. Ah bah c'est ça, prendre des vacances. Et voilà, et on est ravis de démarrer cette semaine avec Henri Lecomte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous de ce livre, Balle Neuve, qui paraît chez Marabout avec une préface de Jean-Paul Lotte. C'est un livre très personnel, c'est une autobiographie. Vous aviez, ce que vous dites au début du livre, vous dites encore un livre sur Henri Lecomte. Vous en aviez déjà publié 2, je crois. Oui, mais totalement différents. Ouais, totalement différents. Rien à voir, c'était plutôt sur la carrière, ce que j'ai pu avoir, puis certaines rancœurs qui, parfois, on dit des choses. Ouais. Mais je voulais vraiment un livre qui reflète un peu vraiment ma personnalité, ce que j'ai pu ressentir dans ma vie, les bons moments, les mauvais moments, avec aussi de la résilience, avec aussi de l'analyse, et puis d'être aussi honnête avec soi-même. C'est important. Et ça fait du bien, hein. Oui, en lisant le livre, je me suis demandé si vous vous considériez comme une légende. C'est un bien grand mot, une légende. Non, écoutez, une légende, c'est un Roger Federer, c'est Rafael Nadal, c'est... voilà, ils ont marqué leur génération, Novak Djokovic. Mais vous aussi, vous faites partie de cette génération qui a fait rêver avec des grands noms. Il y avait plus de grands noms à l'époque. Enfin, en tout cas, il y avait un tennis différent. Quand on parle de Guillermo Vilas, Borg, qui était votre idole, Vilas avec qui vous avez... vous êtes entraîné beaucoup, ce que vous racontez dans le livre. Oui, mais c'est parce que c'était aussi une génération avec différentes personnalités. Il y avait 15-20 joueurs qui étaient différents. Tout était un petit peu différent. C'est vrai qu'on mettait plus sur... parce qu'il y avait moins de sport. On était moins sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut voir tout ce que l'on veut. C'était le tennis, c'était le football, c'était la Formule 1, c'était un peu le rugby, le basket arrivait. Mais nous, on était vraiment... Les années 80, c'était ça. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, oui, légende, on peut dire oui, parce qu'on a marqué l'histoire, qu'on a gagné la Coupe Davis après 59 ans, avec Yannick, avec Guy, tous les trois, même si auparavant on a eu Fabrice Santoro, les autres qui nous ont qualifiés, c'est toute une équipe, c'est tout un staff, et je pense que sans se lancer de fleurs, on est passé dans la France qui gagne. Parce qu'on perdait en finale, donc ça me fait plaisir si on me dit ça, oui. En tout cas, c'est le livre de la maturité, j'ai envie de dire, même si 60 ans, c'est pas très vieux, et vous ne les faites pas. On dirait que vous ne changez pas d'ailleurs. Non, quand je vous ai vu, non, vous trouvez pas? Moi, je suis d'accord. J'essaie de ne pas changer. Je l'ai pas vu en short. Non, alors j'ai perdu tous les muscles, maintenant c'est des petites baguettes de tambour. Mais sinon, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrêt, justement, du sport? Vous en parlez du point de vue psychologique, vous dites un sportif, finalement, n'est jamais vraiment préparé à l'arrêt, mais physiquement, vous avez grossi, vous avez fait de la pub d'ailleurs. Non, mais ça c'est après. C'est après, mais dès qu'on arrête, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on arrête, déjà on maigrit. Parce qu'on perd des muscles, le muscle est plus... Mais vous n'avez pas voulu entretenir? J'ai voulu, mais après j'avais tellement travaillé, j'ai eu tellement mal, j'ai tellement souffert pour revenir au plus haut niveau, qu'à un moment, vous savez, votre cerveau, il lâche, et puis il dit j'ai envie de me faire plaisir. Alors on passe de l'autre côté un petit peu de la barrière, et puis on se dit, puis après on part dans une autre direction, et après il faut se ressaisir. Mais ça arrive à tout sportif de haut niveau, parce que on est tellement sollicité, on fait tellement attention. Pas comme aujourd'hui encore, parce qu'aujourd'hui, ils se préparent comme des Formule 1. C'est pesé, ils sont vraiment préparés. Et puis la raquette est bourrée d'électronique aussi. Non, un peu moins, pas trop, mais elles sont allégées, le matériel a évolué, la préparation a évolué, ils sont beaucoup plus rapides. Le tennis a évolué comme nous, on l'a fait évoluer aussi. Bien sûr. On va passer au zapping la télé, à compter pour vous aussi. Vous dites que ça a été important, justement, quand vous êtes arrêté et qu'on vous a demandé d'être consultant pour France Télévisions. Vous avez eu votre propre émission également. Donc, c'est une émission média, on va en parler, et on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Henri, Valérie, hier, une nouvelle fois, on a eu la preuve que les supporters de football ne sont pas ceux du rugby. Si tout s'est bien passé pour la finale de la Coupe du Monde, qui avait eu lieu samedi. Hier, 3 bus transportant le staff de l'équipe lyonnaise et puis les supporters ont été caillassés. Roland Courbis, ancien entraîneur de l'OM, a réagi sur BFM ce matin. Des quarts de joueurs de l'OL et de supporters ont été attaqués par des Marseillais, attaqués, même caillassés. Votre réaction, Roland Courbis? Bonsoir. Bonsoir déjà. J'ai été surpris il y a 4 ou 5 jours d'apprendre qu'il y avait eu l'autorisation pour 600 supporters lyonnais de descendre à l'Olympique de Marseille
les emmerdes, on les cherche ou on le fait exprès? Quand je vois ce qui s'est passé et que je sais qu'il y a eu 7 à 8 quarts de supporters lyonnais qui se sont fait caillasser, ben, je pose la question suivante. Est-ce qu'il y aurait eu ces problèmes-là sans le déplacement des supporters? J'en doute. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment, les supporters n'avaient pas l'autorisation de Lyon de venir à l'OM. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Vous avez vu cet épisode lamentable? On est loin du sport. Hein. C'est effroyable. C'est franchement, comment on va faire après pour expliquer à nos enfants? Pour leur dire non, respectez l'arbitre, respectez les joueurs. Ça devient terrible quand on voit qu'on a une Coupe du Monde de rugby qui s'est passée dans des incroyable, qui était extraordinaire. J'en ai encore des frissons tellement c'était beau. Et là, on se retrouve encore avec un problème qui n'est pas fini d'être résolu si on ne prend pas les décisions adéquates. Il y a eu des fous, des supporters d'Henri Lecomte. Vous avez des gens un peu fous. Des filles. Des filles. On en a eu, oui. Bon, c'était beaucoup plus simple, c'était plus sympa. Je me souviens, écoutez, j'étais très jeune à l'époque et je regardais la finale de Borg contre Großkotaner à Wimbledon. Bon, il y a eu des sous-vêtements qui sont partis sur le terrain, donc c'est quand même beaucoup plus sympa. J'avais vu ça. J'étais à la fois choqué, mais voilà, c'est totalement différent, bien sûr. Continue. Restons dans le sport, évidemment. J'ai fait un zapping sport, sachant qu'on vous recevait, Henri Lecomte, les Jeux Olympiques, où on a appris que les logements des étudiants, vous avez vu ça, suivi Valérie, du Crous, vont être réquisitionnés pendant 3 mois. Et du coup, les étudiants, on leur a dit, vous pourrez suivre une compétition et puis on vous donnera 100 €. Sabrina Roubache, qui est secrétaire d'État chargée à la citoyenneté, a minimisé cet impact, aidée par Patrick Cohen. C'était dans C'est à vous. Aucun étudiant, et ça je vous le dis, et elle l'a dit, et je viens sur votre plateau, on va se retrouver à la rue, ne se retrouvera sans solution. En fait, on leur demande de laisser reloger dans des meublés de la même manière pendant le temps des JO. Ils reviendront, ils seront prioritaires pour accéder justement à tous ces logements qu'on va créer pendant les JO. Je pense qu'on va vraiment avoir des choses de qualité. C'est temporaire pendant 3 semaines, le temps des JO. À un moment où ils n'étudient pas en plus. Voilà, un moment où les épreuves sont finies, on le rappelle. Merci Patrick Cohen, c'est très sympa. Mais c'est vrai, non mais... Voilà. C'est très sympa de m'aider parce que je suis un peu... Je rame un peu, c'est très sympa. C'est déjà... Secrétaire d'État. Oui, c'est quand même déjà compliqué pour nos enfants ou les étudiants de trouver un logement, par la suite de pouvoir faire ci ou faire ça. Je pense que on aurait pu peut-être s'organiser un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Ils font des colloques avec les libraires du quai de Seine. Oui, du quai de Seine. Sinon, il y a Madame Hidalgo qui est partie à Tahiti pour surveiller les installations de surf qui ne sont pas encore construites. Elle passe un mois là-bas, elle va revenir en novembre. J'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça? Ça agite un petit peu les réseaux sociaux. Ils sont partis à 5. Il fallait bien 5 personnes. 2 conseillers et 3 adjoints pour aller à Tahiti superviser les installations de surf qui ne sont pas encore installées. Il faudra qu'on couvre, nous, le surf dans l'émission Média. Absolument. On va aller vérifier les installations. On va faire des émissions des chaînes de tahitiennes. C'est la news média du week-end qui va vous ravir, Valérie. Le retour de Secret Story a été annoncé à TF1. C'est parti pour une nouvelle saison de La Voix et de la Maison des Secrets, 14 ans après avoir été sa diffusion sur TF1. Évidemment, c'est une info qui a fait débat dans Touche pas à mon poste. Des secrets, genre je suis le bras droit de La Voix, je suis le guide de La Voix, je suis de La Voix, c'est des secrets en bois. Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est des vrais secrets. Il y en avait quelques-uns. Non, mais voilà, tu vois pas, non, mais c'est vrai. Non, mais les gens s'attachaient pas aux secrets, ils s'attachaient aux personnages. Il y avait plein de jeux quand même, c'était intriguant, on se demandait ce qui allait se passer, il y avait des éliminations. Franchement, j'étais fan, mais de ma génération, il y a plein de gens qui étaient totalement fans, c'est pour ça qu'il a cartonné. Est-ce que vous me voyez venir, Henri Lecomte? Pas du tout. Franchement, vous me voyez venir? Pas du tout. Est-ce que c'était un vrai secret? Je suis le fils d'Henri Lecomte. Oui, c'était un vrai secret. Et vous a demandé avant, est-ce qu'il regrette de l'avoir fait ou pas? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de l'aventure de votre fils dans Secret Story? Moi, déjà, je suis très fier de mon fils parce que ça lui a permis de pouvoir aussi avoir sa propre personnalité. C'est jamais facile d'être le fils d'eux. Il est rentré, il a appris énormément, il est venu me voir, il me dit papa, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je vais faire la... Voilà. Moi je dis écoute, moi j'ai fait la ferme, donc pourquoi toi tu ferais la Secret Story. Et puis en fin de compte, ça s'est très très bien passé. Il a appris beaucoup de choses, mais ça n'a pas été... Moi j'étais surpris qu'ils n'avaient pas trouvé ça tout de suite, quoi. Donc, parce qu'il vous ressemble. Oui, il me ressemble beaucoup. Moi, il est allé en demi-finale. Et puis après, il a fait sa propre expérience. Maintenant, il vit à l'étranger, il travaille. Il fait quoi maintenant? Il a fait l'école hôtelière.
Et maintenant, il dirige un établissement à l'étranger et il est vraiment très très content, quoi. Et vous regrettez ou pas, vous, d'avoir fait la ferme, d'être entré dans la télé-réalité? Ce que vous dites dans le livre, que vous avez fait des choix parfois sur l'impulsion, sur l'influence de certains. Ça a été pour moi, je crois, important de pouvoir faire cette ferme célébrité parce que les gens m'ont vu comme je suis. C'est-à-dire que je suis un travailleur. On a pu me voir me lever, j'étais le seul. D'ailleurs, j'avais perdu même 9 kilos et puis j'étais devenu un Golgoth tellement j'étais costaud. Mais et aussi de pouvoir avoir beaucoup de partage. C'était un moment, vous savez, quand vous vous retrouvez avec Régine et que vous lui dites bon, écoute Régine, tu vas rester à la cuisine, tu vas t'occuper de la cuisine, on va te faire ton lit. Vous vous retrouvez avec Patrick Dupont qui récupère son âme, qui était un personnage. Vous vous retrouvez avec Philippe Risoli et après vous êtes le chef, donc il faut vous organiser pour donner à manger à tout. Donc c'était aux animaux, donc c'était une belle expérience. Attention, faut être vrai. Ouais. Vous savez ça, c'est très dangereux, c'est comme aussi la radio. Ça se voit, on voit tout de suite quand c'est pas vrai. Ah oui, voilà. Celui qui meurt trop tôt, c'est un épisode qu'on n'aurait pas voulu voir de Friends. Dimanche, on a appris la disparition de Matthew Perry, l'inoubliable Chandler, à 54 ans, retrouvé mort dans son jacuzzi. Reportage dans le Trésor de France 2. Dans l'esprit des fans, c'était toujours Chandler Bing, le bon pote pas très sûr de lui et l'amoureux de Monica. Et ce matin, la nouvelle de la mort de Matthew Perry ne laisse personne indifférent. C'est une de mes séries préférées, je suis de la génération des années 90. Donc oui, ça m'a un peu choquée en apprenant sa mort. Beau gosse, sympa, dans l'autodérision, le bon copain, le bon pote, et puis plein de gentillesse. Friends sans Chandler, c'est pas Friends, honnêtement. C'est la meilleure façon de d'écrire. Voilà, ça a noté que ce soir, W9, en hommage à Matthew Perry, va diffuser Friends les retrouvailles, qui était l'épisode spécial qu'ils avaient fait, qui avait été diffusé par TF1. Vous aviez regardé par W9. Vous étiez fan de Friends? Ouais, et comme quoi, c'est pas parce qu'on est connu qu'on n'a pas beaucoup d'énormes souffrances. Bah oui. Moi, j'en parle un peu dans le livre. Il y a des moments, il y a des moments où on fait les bons choix et les mauvais choix. Et lui, s'est perdu. Et malheureusement, il y a eu personne pour pouvoir l'aider et il s'est enfoui en plus, puis il s'est enterré et puis par la suite. La drogue existe dans le tennis? Bien sûr, elle est partout. La drogue est partout, donc c'est à vous de faire très très attention. Et puis vous avez des gens que vous rencontrez, que vous croyez que c'est qui vous attirent vers le bas au lieu d'aller vers le haut. Et puis c'est à vous de pouvoir avoir la force de dire non. Ça vous est déjà arrivé une fois de vous droguer? Jamais. Prendre une ligne de cocaïne. Jamais. Yann Thiriac, vous aviez dit si tu bois, si tu fumes, si tu te drogues, je te tue. Ben oui. Non, parce que ça vous a marqué ou pas ça parce que si vous le ressentez dans un livre 40 ans après, ou plus que ça même, c'est une phrase qui a été importante. Et surtout le caractère, le personnage. Vous savez, quand vous voyez arriver avec ses moustaches et qui vous dit ça, déjà moi j'ai une éducation un peu stricte et puis je suis vraiment, je fais très attention à ça. Moi, imaginez avec le caractère que j'ai, la personnalité, si je tombe dans ça, vous me retrouvez plus. Et on finit avec la musique de Friends, bien évidemment. Voilà, et on se retrouve dans un instant. C'est triste quand même. Et on se retrouve avec Henri Lecomte pour parler de Balneuf chez Marabout. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Henri Lecomte. Est-il besoin de vous présenter Henri Lecomte? Peut-être pas. Balneuve, c'est un livre que vous publiez chez Marabout. C'est une autobiographie très très personnelle dans laquelle vous dites des choses que vous n'avez peut-être jamais dites jusqu'à maintenant. Vous racontez la souffrance, sans vous, vous morfondez pas, mais vous racontez quand même la souffrance de ce que c'est que d'être un joueur de haut niveau et le travail qu'il y a derrière avec des heures et des heures et des heures d'entraînement qu'on n'imagine peut-être pas. Non, parce que quand on voit jouer Henri Lecomte, on dit il est doué, c'est facile, il s'entraîne pas. Non, plus tu es doué, plus tu dois travailler et plus c'est compliqué pour pouvoir analyser et retrouver exactement le même geste. Et on a l'exemple parfait qui est, pour moi, le James Bond, je l'appelle James Bond, c'était Roger Federer. Il a compris, il est passé dans une autre dimension par la suite. Je dis pas que j'ai pas compris, si j'ai compris, mais peut-être avec une
un petit peu trop tard parfois, où on aurait dû faire peut-être quelque chose de différent. Mais c'était les années 80-90. Aujourd'hui, on est capable d'analyser tout ça plus spécifiquement et plus facilement. Il y a une forme d'introspection dans ce livre. Il y a beaucoup de réflexions sur la façon dont votre carrière s'est déroulée, sur les choix que vous avez faits. On le disait tout à l'heure, vous évoquez vos 3 femmes. Et puis aussi sur certains, encore une fois, sur certaines personnalités que vous avez rencontrées. Et ça, c'est bien parce que vous rendez hommage à pas mal de gens. Vous les remerciez. Vous remerciez Pierre Slène en particulier, puisqu'on parle télé, qui vous a accueilli et avec qui vous avez fait un duo assez formidable pendant quelques temps. Oui, vous savez, je crois qu'on pense toujours, lorsqu'on gagne quelque chose, c'est très éphémère, mais on oublie un petit peu avec qui les gens on a travaillé dans l'ombre et qui vous ont tendu la main. Donc c'est vrai, je remercie Pierre parce que je suis passé tout de suite devant la caméra, en arrêtant ma carrière en 95-96. Donc en fin de compte, j'ai pas trop vécu la petite mort. Ouais. Et puis vous avez eu après à Eurosport 2 émissions, Avantage Lecomte et Le Comte d'Henri, qui étaient, vous dites, plus en phase avec votre personnalité. Oui, mais je remercie les 2 personnes qui m'ont fait confiance parce Arnaud Simon et Jérôme Papin. Et Jérôme Papin, parce que ils ont dit on voulait une émission un petit peu différente, on voulait une émission avec du caractère. Alors ils savaient que j'en avais sur le terrain, ils savaient que j'en avais aussi sur le plateau, et j'ai dû travailler aussi là-dessus parce que c'était pas ma grande force, la communication, si vous vous souvenez bien au départ. Donc j'ai dû travailler, et puis ça m'a permis de pouvoir aussi m'affirmer, et donc de pouvoir aussi partager, peut-être aussi retransmettre certaines choses, parce qu'on a envie, aujourd'hui, on arrive à un certain âge, c'est pouvoir partager ce genre de choses. Est-ce que le milieu de la télévision est plus compliqué et plus dur que le milieu du tennis ? Ah oui, parce que dans le tennis, on se bat sur le terrain. D'accord. Dans les médias, on se bat devant, on est sympa, et puis derrière, on est moins sympa, et puis derrière, on retourne sa veste. Et là, c'est difficile parce que on a du mal. Alors, peut-être que pour un sportif de haut niveau, et lorsqu'on a vécu des choses, on est capable d'analyser peut-être, mais on souffre beaucoup. Et parfois, c'est injuste. Tandis que dans le sport, on perd, on sait pourquoi on a perdu, parce qu'on a un adversaire qui est plus fort, ou parce qu'on est moins bien préparé, et parce que on trouve certaines réponses. Tandis que dans le monde des médias, c'est très compliqué. Mais ça, faut le savoir. Il faut être prêt mentalement. Alors il y a des moments où on y est, on n'est pas, et il faut être solide, quoi. Le tennis a été touché par des affaires très violentes au niveau de viols et d'entraîneurs qui abusaient également de jeunes filles. On n'a pas beaucoup entendu les joueurs de tennis comme Yannick Noah ou d'autres parler. Vous étiez au courant de ces affaires, en particulier sur l'entraîneur national de l'équipe de France ? Écoutez, c'est un dossier qui est très très compliqué. Moi, je suis à la fois horrifié parce que ça, malheureusement, c'est arrivé. Ça arrive aussi dans d'autres sports. Absolument. Je pense qu'il faut vraiment faire très très attention. C'est quoi ? C'est la communication, et c'est de dire tout de suite qu'est-ce qui se passe, comment, et ne pas cacher, parce qu'il y a eu souvent des on-dit, il y a eu on disait rien parce qu'on avait peur de certaines choses. Mais je pense que on n'a pas le droit aujourd'hui, avec la communication qu'on a, avec la possibilité de pouvoir chercher et de pouvoir appréhender ces personnes, parce que c'est dramatique, c'est terrible, et ça vous ruine votre vie. Et vous étiez au courant pour Patrice Dominguez ? Patrice Dominguez ? Non, il n'a jamais été mis en cause, Patrice Dominguez. Non, je vais retrouver. Paix à son âme. Surtout lui, vous l'évoquiez. Je vais retrouver, excusez-moi, je vais retrouver le nom de la personne. Mais vous étiez au courant de ce qui se passait ? Non, surtout pas. Vous savez, des années 80, la relation entre le circuit masculin et féminin était beaucoup plus distant. Aujourd'hui, ça se rapproche, et d'ailleurs, ça devrait se rapprocher beaucoup plus. Mais c'est De Camaret. Régis De Camaret. Non, on n'était pas au courant. Et puis après, c'est toutes les différentes questions qui sont posées avec Nathalie Tauziat et tout. Mais c'est dur, et on en parle encore. Et à la fois, c'est bien d'en parler pour pouvoir dire attention. Faut toujours mettre en sécurité, et puis surtout protéger ces joueuses et ces enfants. Donc
c'est des choses qui ça m'effraie. Et ce livre, vous dites, vous l'expliquez, vous dites j'ai eu besoin de revenir, de regarder un petit peu ce que j'avais vécu toutes ces années. Puis il y a des choses qu'on découvre sur votre famille, que votre grand-père venait de la DAS, vos grands-parents paternels, tous les deux de la DAS, et que vous dites que c'est important, en tout cas dans ce qu'a été la construction de votre personnalité. Oui, parce que en fin de compte, quand on voit ma vie. J'ai un peu, je retrace un petit peu ce qu'ont vécu mes grands-parents. C'est-à-dire, je voulais sauver les autres, je voulais créer une famille, je voulais à chaque fois quand j'ai rencontré mes différentes femmes, bah oui, je voulais aider. Mais en fin de compte, on peut pas aider les gens. Il faut qu'ils arrivent eux-mêmes à comprendre pourquoi. Et la vie que j'ai pu avoir et que j'ai aujourd'hui a complètement évolué. Et c'est important de pouvoir le comprendre. Parfois, on fait pas mal d'erreurs. J'ai fait souvent la même erreur. Bon, je voulais sauver les autres, mais faut d'abord sauver soi-même. C'est ça qui est important. Alors, se sauver, vous racontez aussi, et ça on le savait pas, que vous avez failli mourir. Vous avez contracté un virus qui vous a occasionné une méningite. Et là, vous êtes passé à 2 doigts de la mort. Vous racontez ce long tunnel blanc. Alors, je raconte ça parce que c'était un moment important et ça a joué aussi par la suite de ma vie, mais c'était quelque chose d'effroyable et à la fois d'exceptionnel. Parce que j'étais parti, j'avais signé les papiers, tout d'un coup je rentre dans un tunnel, il y a une main qui vient d'à côté qui me dit viens, c'est super, tu vas voir, c'est génial, et puis l'autre non, bats-toi, et je me suis réveillé et j'ai mis 6 mois pour en revenir. Et ça a été quelque chose j'ai eu un déclenchement, je me suis dit mais c'est extraordinaire, j'ai la chance d'être encore là. Il y a eu un avant et un après cette maladie. Oui, parce que tout d'un coup, on se dit c'est extraordinaire, on est vivant, on est sur Terre, il faut en profiter et surtout, pouvoir retransmettre quelque chose. Donc, et moi, ça me perturbe toujours parce que parfois, on fait encore quelques rêves. On est là, on se pose la question pourquoi je suis encore là. Eh bien, donc c'est bien de pouvoir le partager. C'est quoi la vie d'Henri Lecomte maintenant ? Alors la vie d'Henri Lecomte, il a beaucoup, il assume beaucoup de choses. Et il fait, moi je suis encore président de club ici à Levallois. J'ai une très très bonne équipe. On a 2700 licenciés sur 10 cours, donc on est pas mal. Après, je fais beaucoup de la retransmission, ce que j'ai dit, le partage d'interventions dans les différents business clubs. Et puis toujours un peu dans le sport, bien sûr. Toujours dans le sport, c'est-à-dire vous faites des conférences. Je fais des conférences. Je travaille aussi un peu avec RTL pour Roland Garros. Et puis après, ce que l'on a envie de faire, c'est de pouvoir donner notre propre expérience à nos enfants déjà, mais surtout aux autres. La passion du sport. Et aujourd'hui, que votre regard sur le tennis français, il y a un auditeur qui demande est-ce que vous pensez que le tennis français va remonter au filet ? Bien sûr qu'il va remonter au filet. Regardez les Suédois. On est un peu à la peine, Oui, mais attendez, mais il y a des jeunes là en challenger. On a des finalistes, on a des vainqueurs. Il va falloir avoir un petit peu de temps. On a besoin d'un leader. Il nous manque un leader. Le leader vous tire vers le haut. Moi, je l'explique dans mon livre. Si Yannick n'avait pas été là, j'aurais pas fait cette carrière-là parce que je voulais le détrôner, je voulais le détruire. Et après, on veut le passer devant, bien sûr. Bon, je l'ai fait. On l'a gagné aussi ensemble. Le plus gros regret de Yannick, c'est de ne pas avoir gagné la Coupe Davis. Donc donc chacun on l'a fait un petit peu ensemble, mais on a besoin de ça. On a besoin d'un leader, que ça soit chez les hommes et chez les femmes. On va avoir une petite période. Là, il n'y a pas de leader aujourd'hui. Non, enfin un peu moins. Il y a les anciens qui rejouent un peu bien, mais il nous faut un joueur dans les 10 meilleurs. Et puis il faut faire rêver. Rappelez-vous le foot, Coupe du Monde. Mais là on les connaît plus les noms des joueurs quand on voit. Je me souviens effectivement de la période encore une fois Wilander, même avant Villas et tous ces joueurs. C'était Connors, c'était autre chose. Il y avait des personnalités, il y avait des aspérités. Là on a un peu l'impression de machine parfois. C'est vrai que c'est un peu machine, et puis c'est vrai que les réseaux sociaux ils sont pour beaucoup, ils se cachent derrière ce genre de choses, ce fléau-là, et qu'on manque un peu de personnalité. Et lorsque vous faites une interview avec un joueur aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir lui sortir un peu les verres du nez, de dire un peu ce qu'il ressent. Et c'est ça ce que veulent les gens. Bien sûr, ils veulent s'identifier. Moi, je m'identifiais à Connors, à McEnroe, à Borg. Je les imitais, je faisais beaucoup de choses. Et après, on forge sa propre personnalité. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un merveilleux tournoi qui est le Rolex Paris Masters toute cette semaine. Où là, c'est vraiment les joueurs et c'est un peu plus festif. Donc, on va avoir un tennis différent. Mais il nous manque de la personnalité. C'est vrai. Messieurs, réveillez-vous. Et vous êtes restés copains avec certains d'entre eux. Yannick, j'imagine. Yannick Noah. Yannick, oui.
Bien sûr, mais bon, il vit maintenant au Cameroun. Ouais. Il est bien, il est pieds nus toute la journée. Mais les autres, les Borg... Il est chef de village. Il est chef de village. Borg, tous ceux de l'ancienne époque... Bien sûr que ça, Borg, c'est mon idole. McEnroe, je le recroise aussi tout le temps quand on se voit pour les tournois du Grand Chelem. Villander, on est vraiment potes. Vous savez pourquoi ? Et c'est pour ça que je voudrais juste vous dire une chose, c'est que quand on a vu un Roger Federer, un Rafael Nadal pleurer, vous vous souvenez le jour de la Lever Cup, quand il a annoncé sa fin de carrière. Quand on voit un Rafa qui pleure, mais à chaudes larmes, pourquoi il pleure ? Parce qu'il perd son pote. Il perd son pote, son rival, qui lui a permis d'aller encore plus haut. Et là, il se dit, mince. Et pour lui, c'est compliqué pour revenir maintenant, parce qu'il est quand même, il est un petit peu cassé, le petit jeune, là. Mais il va revenir, on espère, pour Roland Garros l'année prochaine et les Jeux Olympiques. Mais il pleure parce qu'il a plus son pote. C'est assez... Et c'est émouvant, c'est beau. Vous dites il est cassé, vous racontez comment vous êtes cassé aussi physiquement, ce que ce sport fait sur le corps. C'est-à-dire que c'est un peu fou quand on lit ce que vous racontez. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'un gamin, parce que vous êtes très jeune, vous avez, et on apprend d'ailleurs que vos sœurs aussi étaient des très très bonnes joueuses de tennis. Mais qu'est-ce qui fait que vous avancez et que malgré la douleur, malgré 8 heures de tennis où vous arrêtez, vous dites juste pour manger un sandwich et on repart et on continue. La passion. C'est la passion. La passion, juste la détermination, et puis surtout, moi j'allais à l'école, comme j'explique dans mon livre, avec la raquette, avec une balle, je pensais tennis, je dormais tennis, et je rêvais tennis, et je voulais être champion. Après, ça marche ou ça marche pas, mais après, c'est la détermination, et quand on passe ce genre de cap, on devient plus fort. C'est à lire Balle Neuve chez Marabout, une préface de Jean-Paul Lotte qui a beaucoup compté pour vous aussi, jolie préface. Henri Lecomte, on a eu plaisir à vous recevoir et à vous lire, donc parce que c'est des leçons de vie aussi, c'est un parcours de vie passionnant avec des hauts, des bas, des douleurs, un peu comme tout le monde. Donc tous les Français ont été accompagnés par Riton. Absolument. Merci à vous et on se retrouve dans un instant pour un témoignage très fort, oui, absolument. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec un témoignage très fort. Vous savez que samedi prochain aura lieu la première de la nouvelle saison de la Star Academy avec la présentation des candidats. Donc c'est un casting qui s'est préparé depuis très longtemps, comme vous l'imaginez. Si au départ il devait être 16, TF1 a demandé il y a quelques jours seulement à la production d'Endemol de réduire à 13 candidats. Ça veut donc dire que mercredi dernier ou mardi dernier, il y a 12 jours exactement, 3 candidats qui s'étaient entraînés, qui se sont préparés, qui ont été filmés avec leur famille, comme c'est l'habitude, ont appris qu'ils ne feraient pas partie de l'aventure. Et l'un d'entre eux a souhaité témoigner en exclusivité, si on peut dire, puisque cette affaire est assez peu connue. Nous avons Thomas, ce n'est pas votre nom, évidemment. Vous souhaitez garder l'anonymat. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous avez donc été sélectionné pour faire partie de cette nouvelle saison de la Star Academy. Quand est-ce que vous avez été sélectionné officiellement ? Alors officiellement, c'est un casting quand même très long, de plus de 5 mois. L'aventure, elle a commencé au début du mois de mai. C'est eux qui sont venus me contacter. Et je sais officiellement que je fais partie des 16 candidats depuis le 21 septembre dernier. D'accord, depuis le 21 septembre dernier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On vous a annoncé que vous faisiez partie des candidats. Et puis, concrètement, ça a changé quoi pour vous ? Et concrètement, donc, il y a eu cette dernière audition le 6 septembre d'abord, où j'ai interprété une dernière chanson, où j'ai pris énormément de plaisir, où j'étais fier de ma prestation. Les jours qu'on suivi, j'ai eu l'appel de la psychologue de la Star Academy, et c'est un petit peu l'étape ultime avant les réponses définitives. Et donc ce 21 septembre, j'ai reçu un appel en visio avec 3 chargés de casting pour m'annoncer enfin que je faisais partie des sélectionnés, que je faisais partie de la nouvelle promotion de ces 16 élèves. Et on me répète même que je vais rentrer dans ce château mythique tellement que j'y crois pas. Donc effectivement, à partir de là, tout s'enchaîne. Donc je suis vraiment le plus heureux. On vient me chercher un taxi pour mon rendez-vous avec toutes les équipes d'Endemol, la société de production. J'envoie mes mesures pour les vêtements des Prime. On me demande ce que j'ai mangé au petit déjeuner. On m'envoie les contrats même à signer. On vient me filmer, donc comme vous l'avez évoqué, dans le sud avec ma famille, mes grands-parents, une journée entière pour filmer mon portrait. Et en fait, on arrive à des événements très proches dans le temps maintenant. Je devais rentrer donc le 30 octobre, aujourd'hui même, pour préparer le premier Prime. Et donc encore le mardi 17, on m'a annoncé que j'avais bien mes 5 places pour mes proches lors du Prime.
Le mercredi 18, on m'annonce la chanson que je vais interpréter pour le 4 novembre. Donc je suis hyper content. En plus, j'ai un solo sur le Prime. On m'annonce que j'aurai une mise en scène soi-disant dingue. Et le jeudi même 19 octobre, on me confirme l'horaire du taxi qui va venir me chercher le 30 octobre en bas de chez moi. Et pourtant, effectivement, lundi dernier, une semaine tout juste, on m'annonce brutalement 7 jours avant la semaine d'isolement, 12 jours seulement avant le lancement de l'émission, que pour des raisons de restrictions budgétaires, ils ont dû réduire le nombre de semaines d'émission, passant de 13 à 11 semaines, et donc naturellement réduire le nombre de candidats, passant de 16 à 13. Et donc ils m'annoncent à 12 jours du premier prime que finalement je ne fais plus partie. C'est quoi ces raisons budgétaires? Pourquoi des raisons? On ne découvre pas du jour au lendemain qu'il y a peut-être pas assez d'argent pour finir Je suis bien d'accord avec saison. vous. Effectivement, il y a trois axes qui m'ont été évoqués. Dans un premier temps, la défaite de l'équipe de France à la Coupe du Monde de rugby, puisque TF1 est diffuseur et qu'ils ont perdu beaucoup d'argent par rapport aux recettes publicitaires. Donc effectivement, déjà, ça, on vous a donné officiellement cette raison? Complètement, oui. On vous a dit, comme on a perdu de l'argent, on va réduire le budget de cette émission et donc diminuer le nombre d'émissions. Exactement. Ajouter à cela une nouvelle émission qui lance dans les prochains mois et qui leur coûte aussi beaucoup d'argent, sur laquelle ils misent beaucoup. Secret Story. Oui. Voilà, très certainement. Et ajouter à cela le contexte politique que l'on connaît en Israël et en Palestine, qui soi-disant réduit aussi les recettes publicitaires pour les diffuseurs. Ah, parce que les envoyés spéciaux coûtent cher là-bas, j'imagine. Oui. Et donc, nous, on a appris cette affaire parce que des amis à vous se sont mobilisés. Vous êtes originaire de la région de Toulouse, parce qu'ils trouvaient que c'était injuste ce qui vous arrivait. Comment? J'imagine que vous l'avez vécu effectivement très très mal cette annulation. Bien sûr. Mais complètement. À partir de là, il y a un peu tout qui s'écroule. En une fraction de seconde, il y a un peu tous mes rêves qui sont anéantis. Il faut comprendre que c'est vraiment un casting très éprouvant et que depuis le 3 mai dernier, je pense Starac, je rêve Starac, je vis Starac. Et c'est vrai que c'est un casting qui est extrêmement long et prenant physiquement et psychologiquement. Ouais. Alors moi, en plus, je suis étudiant, j'ai mis mes études en pause. Donc les jours qu'on suivi, là, j'ai été dévasté. Mes proches aussi, parce que je suis très entouré et que voilà, ils avaient posé des jours de congé pour assister au Prime, ils ont pris des billets de TGV pour se rendre à Paris. Enfin, c'est pas une émission qui n'engage rien derrière et il faut aussi pouvoir se projeter dans le temps. Et donc effectivement, je suis complètement dévasté. J'ai rarement été confronté à une violence aussi... aussi puissante. Ouais. Vous avez été indemnisé, on vous donne... parce que vous aviez signé un contrat, donc... Effectivement, oui. Effectivement, TF1 s'est chargé d'envoyer quand même des équipes chez moi à Toulouse pour m'expliquer ça de vive voix et qu'on discute, et effectivement avec une compensation financière à la clé. Comme ils ne peuvent pas savoir à quelle étape de l'émission je serais parti, juridiquement ils sont obligés de m'indemniser à hauteur de ce que j'aurais pu percevoir. Donc comme si j'étais allé jusqu'en finale. Voilà. Donc ça c'est une somme qui tourne aux alentours de 8 000, 10 000 euros. Vous en avez la certitude? Oui, j'en ai la certitude, oui. Oui, je pense que il y a une forme. Je pense que TF1 a pris cette décision contraint et forcé devant effectivement des restrictions budgétaires, même si c'est difficile à comprendre. Parce que pourquoi vous? Est-ce qu'il y a une explication? Pourquoi vous et pas Mais ce qui m'a été expliqué, c'est que d'un casting à 16, d'une photo de classe d'un casting à 16, il fallait que ça fonctionne à 13. Et donc, à partir de là, c'est énormément de critères qui rentrent en compte, que ce soit le timbre de voix, la personnalité, tout ce qui fait qu'un casting est fort pour le téléspectateur. Et ce qui m'a été dit, c'est que peut-être qu'on pouvait retrouver un petit peu de moi dans l'ensemble des autres candidats, même si tout le monde est unique et qu'ils savaient ce qu'ils perdaient. Mais dans tous les cas, ils étaient bien obligés d'évincer 3 personnes. Donc, ça a aussi été un casse-tête pour les équipes en bémol. Alors, Valérie, Gilles, pourquoi est-ce que TF1 n'a pas décidé d'éliminer 2 ou 3 candidats Parce qu'ils voulaient que dans la mécanique, vous savez, c'est le jury qui enlève un élève et ensuite les autres élèves qui en enlèvent un autre et qui voulaient on sauve, et voulaient garder cette mécanique. S'il y a 2 personnes à sauver, ça complique la mécanique. Et puis l'autre chose, il faut savoir quand même que nous, on a appelé
baqué en démol, on a essayé de baquer toutes les informations une fois qu'on a eu ces informations. Moi, j'ai eu la direction de la communication d'Endemol. De TF1 aussi. D'Endemol, qui sont dévastés par l'histoire. C'est-à-dire qu'ils se sentent... ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était une demande de la chaîne, et donc ils ont dû appliquer cette demande de la chaîne, et vous vous doutez que dire non à 3 candidats, c'est quelque chose de compliqué. Sûr, et c'est ça que je veux demander à notre témoin. Qu'est-ce que vous demandez, ou pourquoi vous témoignez ce matin? Parce que vous êtes en colère, parce que vous vous dites que samedi, ça va être très dur de voir les autres qui vont être à votre place, parce que c'est ce qui va se passer samedi. Vous allez voir le rêve qu'aurait dû être le vôtre sous vos yeux. Exactement. Oui, bien sûr. Là, j'ai aussi, avant tout, je parle aujourd'hui avant tout parce que j'ai besoin aussi de donner ma vérité. TF1 n'a rien annoncé pour l'instant. Ils vont très certainement pas le faire, ou en tout cas ne pas exposer les vraies raisons. Je n'en sais rien. Mais donc, c'est vraiment dans un premier temps pour dire aux fans de la Starac qui nous écoutent et qui attendent avec impatience la nouvelle saison samedi que non, l'émission ne durera pas 13 semaines, elle en durera 11, et que c'est seulement 13 élèves qui intégreront le château et non pas 16 annoncés comme depuis des mois. Donc ça, c'est le premier point. Après, second point, moi, je suis quelqu'un de très sensible, mais j'ai quand même les épaules solides et j'ai d'autres choses qui me portent à côté dans la vie. Alors, même si aujourd'hui je suis dévasté, je sais que je vais rebondir. Mais c'est hors de question que cette situation puisse se reproduire à l'avenir à des personnes peut-être plus fragiles, plus vulnérables. Et c'est vrai qu'en parlant aujourd'hui, je veux dire aux futurs candidats potentiels de la Star Academy qu'il faut qu'ils sachent que peut-être, 12 jours avant un prime, on peut leur annoncer que c'est terminé, quoi, et qu'on peut potentiellement les jeter sans état. On vous l'a jamais dit ça? On vous a jamais dit que une fois que vous avez vos contrats, pour vous c'était définitif, vous seriez sur le prime? C'est même pas ça, c'est un ensemble comme je vous l'ai évoqué. J'ai eu les rendez-vous chez Endemol, et on m'a même fait, on m'a poussé parce que c'est vraiment, c'est gros, donc on a du mal aussi à réaliser qu'on fait partie de la Star Academy. Donc on est aussi là pour nous accompagner, pour nous dire ça y est, faut que tu en prennes conscience. Maintenant c'est là, c'était ton moment. Et donc un claquement de doigts, il faut faire tout le chemin inverse et tout annuler, quoi. Ouais, et vous, effectivement, le portrait de votre famille, votre grand-mère, enfin, tout a été tourné, donc tout. À si proche du prime, évidemment, à 12 jours d'un prime, évidemment, tout est déjà booké, tout est déjà fait, tout est prêt, quoi. Jusqu'à la chanson que j'allais interpréter samedi soir. Vous aviez fait les photos? Non, ça c'est pendant la semaine de préparation. Ah, les photos et le générique, oui, ça se fait au château. Générique, photo officielle, c'est tout ça. Et vous avez eu affaire à TF1 ou pas du tout? Absolument pas. Non, tout passe par Endemol. Qui d'ailleurs, je tiens à le préciser, ont été irréprochables jusqu'au bout et ont vraiment pris du temps avec moi pour m'expliquer, pour être aussi un soutien psychologique. Donc c'est vraiment absolument pas eux que j'incrimine et que je condamne aujourd'hui. Et vous connaissez les autres candidats qui ont été éliminés? Pas les trois, je connais un autre candidat, effectivement. Comment le vit-il, lui? Il souhaite être aussi anonyme, mais qui le vit plus mal que moi. La personne est plus jeune. Et voilà, elle comptait vraiment sur ça, et elle pensait que sa vie allait un petit peu changer. Donc c'est vrai que ça fait une semaine qu'elle est dans son lit et qu'elle veut même pas parler à ses parents, quoi. Ouais. Et peut-être, et il y a un soutien psychologique qui vous est proposé ou pas de la part d'Endemol? Oui, complètement. Complètement, la psychologue de la Star Academy, on est voué à être recontacté par elle et si besoin, engager un suivi avec elle, bien sûr. Oui, on sent votre détresse, votre désarroi. C'est pour ça qu'on avait aussi envie de vous donner la parole ce matin, pour montrer aussi que parfois, oui, la télévision est impitoyable et c'est parfois difficile à accepter pour des raisons financières. Après, la télévision obéit aussi à une logique économique, mais ne pas oublier qu'il y a des êtres humains comme vous. Vous avez quel âge, Thomas? J'ai 24 ans. 24 ans, oui, bien sûr, donc plein de rêves dans la tête. Exactement. Écoutez, on vous souhaite du courage, on vous souhaite bonne chance, et puis, merci d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Merci à vous de me l'avoir permis. Merci, on prendra de vos nouvelles. Merci. On se retrouve, nous, dans un instant pour les débats, tout de suite.